Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur de faire un restaurant de tapas relativement authentique dans l'assiette, néanmoins avec un twist moderne dans la décoration, parce que souvent un restaurant de tapas c'est des affiches de corrida partout et des grosses têtes de taureau, donc ça collait pas très bien avec le côté contemporain qu'on voulait donner à ce concept. Et voilà, donc on s'est donné Farago qui s'inspire pas mal des bars de tapas qu'on peut retrouver au Pays Basque et qui a cette touche urbaine assez importante. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de trouver cet emplacement qui était un peu le seul emplacement qui était dans nos moyens à l'époque parce que personne ne voulait trop s'installer ici. Et on s'est installé il y a 3 ans et on a pu, donc le restaurant faisait la moitié de ce que vous voyez aujourd'hui. On a pu arracher cette partie en liquidation, donc on s'est pas mal arraché, on a beaucoup travaillé. J'en profite pour remercier Thierry Béguet parce que sa fille est là, nous avait aidé au lancement du projet, donc les gens du Leaders le connaissent. Et donc voilà, c'est une très belle aventure puisqu'on a multiplié le chiffre d'affaires qui était fait ici dans la totalité du restaurant par 5. Et ça nous a permis du coup de nous développer. On a ouvert un autre restaurant sur le concept, le thème sud-ouest, toujours avec un twist contemporain assez urbain, Passage des Panoramas, qui est un peu le même type d'adresse, qui tombait un peu en désuétude et qui est aujourd'hui très animé. Et on a ouvert un restaurant qui s'appelle Canard et Champagne, dans un lieu classé monument historique qu'on a refait de A à Z, enfin bien sûr en conservant tout ce qui est historique et classé. Et donc ça fonctionne assez bien, on est assez contents. Et là on a d'autres projets sympas qui seront en ouverture très prochainement. Donc, une petite équipe qui bosse fort et tous les jours qui bosse fort. Donc, merci d'être là. On réécoutera évidemment Maxime tout à l'heure à propos de l'exploitation concrète des tapas. Alors avant de prendre la parole et tout la lâcher, je vais laisser notre président donner quelques informations sur Leaders Club. Ouais, très technique, pas amusant du tout, mais il faut bien, c'est important. Non, le rythme des événements du Leaders Club, parce que tout le monde ne le connaît pas, qu'on a un peu modifié cette année. L'événement fort qui sont les pannes de la restauration se déroulera en octobre prochain. Alors pourquoi octobre? Je vais m'asseoir toutes les jours. Donc octobre prochain, pourquoi octobre? Parce que ça me paraissait important de nous laisser le temps. Il y a beaucoup de nouveaux concepts qui sortent, donc c'est le temps de les apprivoiser et de ne pas en louper. Mais aussi parce qu'on est sur un rythme, on est sur le même rythme que les clubs internationaux, donc à savoir en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Ukraine et en Russie et Istanbul. Ce qui nous permet d'avoir nos palmes entre octobre et novembre et donc d'être dans ce rythme-là. Autre facteur, c'est que cette année, on va faire en même temps que les palmes françaises, les palmes internationales. Donc on va avoir un événement beaucoup plus important. Donc on va accueillir des concepts internationaux. Donc une dimension qui me semble clé, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas, quand on regarde bien sûr ici les tapas, mais on ne peut pas se concentrer uniquement sur ce qui se passe chez nous, on est obligé de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Pour les prochains événements en thématique, on veut être sur des thématiques qui soient autour de la restauration bien sûr, donc du produit, des moments de consommation et des typologies de clients. Donc le prochain thème sera autour du breakfast à Paris. Et on a pensé bien de vous convier sur le prochain thème à Rungis. Donc plutôt que de faire ça le soir, on va faire ça le matin. Ce sera 5 h du matin. Ça le matin tôt, ça ne nous empêchera pas d'aller boire un verre de rouge ou de champagne autour d'un breakfast. Mais un breakfast à la façon de Rungis, c'est découvrir ce moment de consommation qui est le petit déjeuner, comme on entend aujourd'hui le before. Il y a beaucoup à faire en France. C'est très faible en France le petit déjeuner. Pour ceux qui le traitent, c'est de l'ordre d'entre 10 et 15%, voire 20% pour les plus actifs du chiffre d'affaires de la journée. Donc c'est très faible. Alors qu'aux États-Unis, avant midi, on a fait le chiffre d'affaires. Donc le breakfast le mois de novembre. 2 mois après, autour du Syrah de Lyon, on vous proposera un train tour particulier pour les adhérents du Leaders Club, c'est-à-dire une découverte du Syrah, non pas que de la ville de Lyon, mais du Syrah avec une nouvelle tendance. 2 mois après, autour d'Omnivore, un exchange. Donc un exchange, c'est quoi? C'est faire intervenir des speakers français mais étrangers sur les thématiques autour de la restauration. Les thématiques que l'on vit tous, on n'a pas toujours le temps de les approfondir, mais ça sera l'occasion de prendre le temps de les approfondir avec eux. Enfin, au mois de juin, pour partir en vacances sereinement, autour des boissons froides et des jus de fruits. Titre provisoire. Oui, merci. Parce que les titres, on a beaucoup d'imagination à la gauche, là, pour tout ce qui est titre. Parce que le juicing, c'est un peu spécial quand même. C'est les jus, mais traités différemment. Avant de partir en vacances. Oui.
Et il y a une forte tendance sur les boissons froides, on ne peut pas l'ignorer. Et ben on en parlera avec des acteurs de gros dans ce sujet au mois de juin. Et puis on retombe après ça sur notre cycle, donc les palmes au mois d'octobre prochain. Voilà ce qui est des informations. Une information entre parenthèses mais importante au sujet de nos partenaires qui est Restaurants sans frontières. On a ce partenariat depuis plusieurs années, on en est très fiers. Donc le 17 novembre prochain, à l'occasion du dernier film de Michel Bougenat, ils organisent la divulgation en avant-première du film. Et bien sûr, il y a une participation, c'est 50 € par personne. Et ça se passe au MK2 qui est sur la bibliothèque François Mitterrand. Avec un cocktail en plus dans les 50 €. Donc ça, c'est vraiment au profit du restaurant sans frontières. Voilà, donc c'est le 17 novembre. Et sinon, concernant la prochaine réunion, ça sera fin novembre à Rungis. Merci à tous et je laisse la parole aux professionnels. Merci, Michel. Frédéric. L'idée, on est dans un endroit difficile pour faire une présentation, mais on est au cœur du sujet. C'est le moment de l'apéritif, donc on va essayer d'éviter de vous saouler avec de trop longues paroles et présentations. D'ailleurs, je demande à nos deux speakers d'être prompts, vifs et rapides. L'idée, c'est d'aborder un sujet qui nous perturbe beaucoup. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a dans beaucoup d'établissements un véritable déplacement de clientèle du dîner classique à un moment plus informel qu'on a appelé le before. Séquence un peu particulière qui nous vient peut-être du sud de l'Europe, hein, à Barcelone et en Italie, d'un côté les tapas et de l'autre côté les apéritifs, c'est des moments très classiques qui existent. Il semblerait que ça s'installe en France. Il y a des établissements spécialisés comme celui-ci, et on parlera tout à l'heure de Olivier Cacahuète dans le même style, donc des endroits qui s'installent. Donc on s'est dit, nous, restaurateurs, partenaires de la restauration, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc on a demandé pour faire ça l'avis de NPD, elle est partie. Elle est là. Elle arrive, NPD arrive, voilà. Vous savez, qui est leader mondial de l'information quantitative sur nos métiers. C'est pas des gens rigolos, mais leurs informations sont fiables. Sympa. Bravo Stéphane. Je m'explique dans le sens où ils sont très sérieux. Je me corrige, hein, pas rigolo. Non, c'est pas des chiffres qui sont inventés. Tout ce qu'ils disent est gravé dans le marbre. Parce ils ont des confrères qui inventent des chiffres. On le sait. On veut des noms. Après, mon troisième verre de Jamel, ça me fait un drôle d'effet, donc peut-être vous en aurez le compte. Donc avant, Stéphane va nous parler donc, des chiffres tels qu'eux les voient. Après, Food Vision, qui est aussi un partenaire très sérieux, qui a des vrais chiffres reconnus, nous présentera ce qu'on y trouve en termes de produits et d'offres. Et on écoutera les professionnels qui font ça pour témoigner. Donc n'hésitez pas pendant les présentations, mais entre les présentations, je vous passerai la parole. On est vraiment entre nous. L'idée, c'est de comprendre ce moment, voir si c'est un moment éphémère, un moment de mode, ou si c'est un moment de tendance de fond pour nos métiers de la restauration. Stéphane, donc, qui est le directeur de NPD pour la France. Donc 2 mots sur NPD, pas plus, hein, et sur Crest. Okay. Et après, vous pouvez présenter les choses. Ça marche. Je vais faire ça, théoriquement c'est prévu. Hein. Super, je vous laisse la parole. Ça marche. Je sais pas trop bien où me mettre. Allez-y, là si vous voulez. Comme on est chiant dans les panels, je peux me mettre derrière à la limite. Et vous me direz, et je changerai les slides, on m'a perdu ma petite molette, mais normalement il y en a une, mais je vais la faire manuellement, vous me faites un petit signe et... Ça ressemble à quoi? Ça doit être par là-bas. Bonsoir à tous. Le défi est important, hein. Je dois commencer, pas être trop chiant. Enfin bon, on va essayer de faire court en tous les cas, ça je vous le promets. Si vous voulez bien. On peut l'allumer. On peut l'allumer sur le côté. Ça va. Ok, alors je vais vite. De quoi on se parle quand on parle de Crest? Pour ceux qui ne connaissent pas, Crest est un panel de consommateurs, c'est-à-dire qu'on demande à 14 000 consommateurs tous les mois s'ils ont consommé en domicile la veille. Donc sur ces 14 000, on en reçoit quand même 7 milliers par mois qui répondent positivement. Et de toutes ces réponses, on les compile pour être capable d'aller étudier les comportements des consommateurs dans la restauration hors domicile. C'est mieux. Désolé, je présentais assez. On leur demande aussi, au-delà de là où ils ont consommé, ce qu'ils ont consommé, bien sûr. Donc c'est pour ça que vous allez voir tout à l'heure quelques chiffres qui viennent justement de ce recueil de données des consommateurs. On parlera aujourd'hui de restauration commerciale. On entend quoi chez Crest quand on parle de restauration commerciale? Très classiquement, la restauration rapide et la restauration à table. On ne parlera pas aujourd'hui de restauration collective ou de distribution automatique que nous suivons par ailleurs. Mais là, on va se concentrer sur cette partie restauration commerciale.
De quoi on parle? Aujourd'hui, on parle... En effet, c'est vrai que c'est chiant. On parle de chiffres. Je suis navré. Mais c'est comme ça. Vous voulez un peu de rouge? Non, après c'est l'avantage de commencer. Donc on parle d'un marché de 41 milliards d'euros. C'est quand même un marché assez conséquent. Et surtout, ce chiffre-là est intéressant. On se parle d'un marché de 5,5 milliards d'occasions. Une occasion, ça peut être un café au bar le matin, ça peut être un petit déjeuner, un apéro le soir, ou une bière en boîte le soir. Ça, ce sont des occasions. Donc voilà le marché sur lequel vous opérez tous aujourd'hui. Ce sont des chiffres arrêtés à la fin d'année 2015 et pour un ticket moyen, une dépense moyenne par occasion de 7,4 €. Alors c'est pas un marché très florissant quand on regarde dans l'ensemble. Vous avez, pour ceux qui ne voient pas, vous avez une évolution du marché depuis quelques années. Et en fait, 2015, et même si c'est un petit peu moins entre guillemets mauvais que les autres années, on est sur une fréquentation qui est en très léger recul. Et c'était le cas déjà par le passé. Le vrai signe intéressant, c'est que là, sur ce premier semestre, on a enfin un marché qui repasse dans le vert, je ne vais pas trop m'enflammer non plus, mais qui reprend quand même un peu signe et la fréquentation repart. Donc, finalement, on a peut-être atteint le fond du fait-tout et on est peut-être en train de repartir. Question, juste là, je me permets de vous interrompre. Est-ce qu'on sent des signaux depuis la rentrée ou pas? Depuis la rentrée de... Là, depuis l'été, enfin, parce que là, les premiers semestres, vous avez déjà du recul ou pas sur les chiffres de l'été? Juillet est plutôt correct, août n'est pas terrible. Parce que Paris est dégueulasse. Alors, La région Poitou. c'est très très bien de dire ça. Ici, tous les chiffres, c'est extrêmement important. Tous les chiffres ne sont relatifs qu'à la consommation des Français en France. Ouais. Donc on dégage tous les touristes étrangers. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ne vont pas répondre à un questionnaire en France. C'est des trucs pour les Gaulois, quoi. Sans commentaire. Moins 7% de tourisme à fin juillet ou fin août, je crois. Donc oui, bien évidemment, les touristes étrangers ont un impact important. Ici, on est sur le marché français, par les Français, qui lui rebondit. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas, hein, quand même. Si on se parle d'apéritif, alors je pourrais vous raconter plein de choses, mais là, pour le coup, je ferai du pipeau. Crest ne permet de faire qu'une chose à l'apéritif, c'est de mesurer les boissons à l'apéritif. Pour la bonne et simple raison que les consommateurs déclarent avoir consommé une boisson à l'apéritif ou pas. Ce n'est pas le cas pour une planche de charcuterie, pour une tartiflette, tout ce que vous voulez. Donc, on se parlera que des boissons. Vous voyez une barre qui ne bouge pas depuis quelques années. Cette barre qui ne bouge pas, c'est la part des visites en restauration commerciale au moment des repas où il y a une prise d'apéritif. Boisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, et c'est la même chose depuis pratiquement depuis toujours en fait, 30% des visites en restauration commerciale au moment du repas où il y a une prise de boisson déclarée par le consommateur comme étant pour l'apéritif. Et ce chiffre, il est stable. On est quand même sur un marché important. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parlait de 5 milliards d'occasions tout à l'heure. Là, si on concentre sur les repas, on n'en prend plus qu'à peu près 60%, mais on en reprend encore 30%. Ça fait beaucoup d'occasions de consommation à ce moment. Et là, on se parle des boissons. Alors, la clientèle de l'apéritif, en tous les cas toujours pour les boissons, elle est légèrement typée, voire stéréotypée, mais très légèrement. C'est-à-dire qu'elle est plutôt masculine. C'est pas dans la salle, non, ça c'est à peu près équivalent. 52%, donc un peu plus de la majorité pour des hommes. Elle est plutôt en groupe, ce qui est assez logique, c'est un moment de convivialité. Donc on est sur des adultes en groupe qui viennent consommer des boissons à l'apéritif, plus que normalement. Ils sont plutôt jeunes, ils ont plutôt entre 18 et 34 ans, et ils consomment un petit peu plus le week-end. C'est quand je dis que c'est légèrement marqué, c'est que ça n'est pas tant que ça. On pourrait s'attendre à voir en gros que des mecs... Non, c'est pas le cas. C'est légèrement typé, mais sans plus. Ça veut dire que c'est un vrai moment qui touche tout le monde et qui peut vous permettre de toucher tout le monde. Et puis l'apéritif, ça n'a pas forcément changé, j'allais dire, la façon dont les Français agissent et se comportent par rapport à l'alcool, c'est-à-dire que cette baisse de consommation de l'alcool, on l'observe aussi au moment de l'apéritif. Je viens sur ce chiffre-là. En 2008, 41% des boissons qui étaient consommées étaient des boissons alcoolisées. En 2015, ce chiffre est tombé à 35%.
Donc on est sur un moment important, mais qui a tendance, comme le reste de la consommation d'alcool, à être un peu moindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, apéritif, en restauration, c'est pas synonyme d'alcoolisation. Même si, vous le voyez, on est sur un taux d'alcool qui est beaucoup plus fort qu'à un autre moment que l'apéritif. Et puis au-delà des chiffres, parce qu'on a dit de faire court en chiffres, il est clair que l'apéritif répond ou peut répondre aux tendances de consommation. Aujourd'hui, quand on parle des tendances de consommation, on se parle de quoi? De partage, de convivialité. C'est ce que recherchent les consommateurs. Quoi de mieux que l'apéritif pour ça? On parle d'une recherche de rapidité, de gain de temps. Le temps est une valeur précieuse. Un apéritif, on va y passer moins de temps qu'un dîner, par exemple. Ça peut répondre à ce moment-là, à ce besoin-là. On parle beaucoup d'expérience, qu'elle soit dans la qualité de ce qu'on mange, dans le service qu'on y accorde, dans la nouveauté de ce qu'on nous propose. Là aussi, c'est peut-être plus facile d'arriver à proposer une expérience autour de l'apéritif. Et surtout de la faire tourner, de la renouveler. Et puis enfin, comme on l'a vu, c'est pas forcément synonyme d'alcool, ça veut dire que ça peut être synonyme de santé. On peut avoir des offres qui répondent à ce besoin des consommateurs vers la santé, avec une offre adaptée. C'est clairement où ça peut être une alternative au dîner. Alors même si là, pour le coup, je n'ai pas de chiffres pour le prouver, mais enfin, je suis consommateur comme vous, un apéritif va avoir un ticket moyen qui va être moins élevé qu'un repas. Ça peut être une manière, là aussi, de capter les consommateurs à ce moment-là, et pourquoi pas aussi pour vous de les garder après pour le dîner. Et puis enfin, c'est sans doute le moment qui peut résister le plus, avec le petit déjeuner aussi bien sûr, au eating out but in. C'est-à-dire que l'apéritif, comme on veut le prendre à plusieurs, comme c'est un moment de convivialité, on va plutôt aller rechercher l'extérieur plutôt que de se le faire livrer chez soi, par rapport au reste des moments de consommation. J'avais promis de faire court, j'ai terminé. Bravo. Bravo. Merci, je suis impressionné par l'efficacité. Des questions pour Stéphane? En substance, c'est pas ce qu'on croit, c'est moins masculin, c'est moins alcoolisé et c'est moins jeune qu'on ne le croit. Oui, et puis c'est aussi un vrai moment à travailler parce qu'il touche énormément de gens. Ça se passe en terrasse ou à l'intérieur? Ah, ça dépend du temps. En fait, comme j'ai pas de chiffre, je vous réponds le truc qui me passe par la tête. Et s'il fait beau, je le prendrai en terrasse. S'il bleu, je le prendrai en Ils ne mentent jamais ces gens-là, ils ne parlent que des chiffres qu'ils ont. Non, j'en sais rien. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Oui, super. Et je vais juste demander aux gens au fond de la salle de faire un peu moins de bruit là, les étudiants derrière, là, vous faites beaucoup de bruit là. Président S'il vous plaît. Bon. Je vais demander donc à Food Service Vision, elle est là, super. Donc, je me demandais juste de faire vite, tu as beaucoup de slides, Véronique. Ouais, non, mais c'est des Donc Véronique, en deux mots ce que tu fais et Food Service. Alors, Food Service Vision, on a un cabinet d'études et de conseils dans la restauration, spécifiquement. Moi, je suis chargée d'études sur Food Service Tracking, qui est un outil où on traque énormément de choses. Donc, en fait, et donc pour aller vite, Food Service Tracking chaîne, c'est un outil où on va traquer les cartes de plusieurs chaînes. On va relever les cartes 2 fois par an et on va également traquer avec Food Service Tracking promotionnel. Donc vous avez le suivi de l'offre via les cartes et le suivi des animations communication via les sites Facebook et Internet. Donc là, c'était intéressant pour nous de montrer l'évolution en fait de l'offre et la communication sur tout ce qui était donc cocktail et planche à partager. Donc on a choisi des enseignes de la restauration commerciale assise qu'on avait depuis 2010 dans notre base de données pour pouvoir voir l'évolution de l'offre. Donc sur les cartes, en fait, on a constaté qu'il n'y avait pas tellement d'évolution en termes de nombre de cocktails. On a vraiment vu en fait des cocktails sortir et d'autres rentrer, mais sinon le nombre de prestations reste à peu près équivalent. Donc qu'est-ce qu'on a vu sortir depuis 2010, donc en 6 ans, tout ce qui était Sangria, les Cosmopolitains, donc les fans de la série Sex and the City, c'était très à la mode, et tout ce qui était cocktail à base de Malibu. Par contre, tout ce qui est apérol, donc, depuis plusieurs années, le Berito, donc tout ce qui est cocktail à base de bière, et dernièrement, c'est tout ce qui est cocktail à base de gin qui sont un peu tendance et qui arrivent sur les cartes. Donc on a regardé le Morito, parce que c'est le cocktail qu'on retrouve sur toutes les cartes, et depuis 2010, on a vraiment toutes les chaînes qui s'y sont mis. Voilà, donc beaucoup de chaînes en 2010 et puis une évolution, et on a vraiment entre 2010 et 2016 2 fois plus de Morito sur les cartes.
Donc on vous a mis la ADN enseigne, je ne vais pas tout détailler pour entrer, mais par exemple le nombre d'offres moyennes par enseigne peut augmenter de plus de 60%, puisque aujourd'hui à l'été 2016 sur les cartes des 12 chaînes qu'on a regardées, il y a en moyenne 2,5 mojitos proposés. Et les prix également ont évolué, puisqu'aujourd'hui en moyenne un mojito est proposé à 6 € sur les cartes. Donc là on vous a mis quelques exemples pour vous passer. Et par contre, du coup, on disait justement la tendance du sans-alcool, puisque du coup, on a vraiment une forte évolution des mojitos sans alcool sur les cartes, puisqu'en 2010, on avait en DN enseigne que 8% des enseignes qui proposaient un mojito sans alcool. Aujourd'hui, ils sont 75 à faire. Ce qu'on appelle aussi les virgin cocktails en anglais. Et du coup, on a pris aussi un autre cocktail tendance en ce moment, le Spritz, pour montrer vraiment voilà, l'évolution. Donc la première enseigne dans le scope qu'on a choisi, c'était Del Arte. Et finalement, on voit que toutes les autres suivent. Et en 2016, cet été, on a vraiment vu le Spritz arriver. Alors que sur les enseignes non chaînées, c'était bien avant, parce que ça fait au moins 2-3 ans que le Spritz arrive. Si maintenant on passe sur les planches, donc on a fait le même travail, regardez les cartes été 2010 et les cartes été 2016 pour voir l'explosion des cartes. Donc on a vraiment vu une forte évolution puisque les planches pareil ont doublé en nombre d'enseignes, 58% on avait en 2010 et 83% des enseignes étudiées l'ont en été 2016 au moins une planche. Également le nombre d'offres évolue fortement. Donc si on regarde justement le in et le out, bah, du coup il n'y a pas de out parce que finalement la planche traditionnelle saucisson, pâté, cornichon, bah, elle reste la numéro 1 des planches proposées. Par contre on a vu une évolution, donc vous voyez proposer une planche, maintenant je vous propose plutôt 3, où ça va être plutôt des saveurs venues d'ailleurs, ou des légumes, voilà, on a mis quelques exemples, poivron grillé, les tomates confites. Et vraiment plus dans la présentation finalement, donc qui vont être une présentation plus qualitative, pas dans une assiette mais plutôt une planche ou une glace. Également on vous a mis, donc là c'est des photos pour rapidement, c'est en fait les chaînes finalement elles vont surtout évoluer sur la communication et sur la mise en avant dans leurs cartes, puisque Hippopotamus l'exemple c'est en été 2010, ici à partager vous avez plusieurs offres, mais c'était en tout petit dans un coin, et finalement cet été c'est vraiment une page spécifique de leur carte sur les entrées à partager. Donc c'est vraiment sur la communication aussi qu'ils ont évolué. Un autre exemple de Léon, un petit encart sans photo, et là cet été une page complète. Si on regarde les communications sur Internet et Facebook, donc ça aussi on va passer rapidement, c'est finalement les chaînes ont évolué sur l'offre, mais finalement sur la communication pas tellement, parce qu'elles mettent assez peu en avant les cocktails et les planches à partager par rapport à leur offre alimentaire. Et donc sur les offres qu'elles mettent en avant, 94% sont de la présentation, donc présentation des cocktails, présentation des planches. Mais il n'y a pas de jeu concours organisé là-dessus, il n'y a pas de remise tellement dessus. C'est vraiment assez rare, donc c'est vraiment de la mise en avant ou des animations de communauté, comme vous pouvez voir l'exemple de Pizza Pie qui demande à ses fans Facebook est-ce que vous êtes Team Mojito ou Team Spritz. Donc voilà, ça doit être plus là-dessus. Et on vous a mis quelques exemples voilà, de communication sur l'euro. On va mettre en avant sur le site internet Hippopotamus ou la boucherie les planches ou les cocktails pour profiter de l'euro. Ou le peu voilà, de promotion qu'il y a eu, de communication promotionnelle, ça va être Poivre Rouge qui baisse son prix du cocktail via la promotion de Schweppes. Ou Pizza Pie qui dit venez en famille, on offre un cocktail à toute la famille. Mais c'est assez peu répandu. Et donc la petite slide est pour demain, en fait c'est justement là où on étudie donc, des chaînes qui sont assez anciennes et qui finalement donc, ont mis en place cette offre et demain bon, c'est un peu du coup on a dit que les offres à partager, tout ce qui était cocktail, apéro, c'est vraiment aussi pour avoir une expérience, être dans un espace de convivialité. Et donc ces chaînes-là doivent aussi travailler finalement leur concept, leur ambiance pour proposer ça à leurs clients en plus de juste une offre en restaurant. Merci beaucoup. Désolée, j'ai parlé vite. Du coup, la Pierre-Mort, ça a disparu des années. Sur les cartes, ils ne mettent pas en avant la Pierre-Mort. Et quelqu'un qui question sur la Pierre-Mort? Alors, ils vont le nouveau. Par exemple, on a Hippopotamus qui va communiquer, voilà, on affiche, venez pour la Pierre-Mort, mais en tout cas, il n'y a pas d'annonce sur la carte. Précisément, ça va être des affiches en point de vente. Mais là, c'était vraiment, vous prenez l'offre sur les cartes de restaurant. D'autres questions?
Bon, alors, juste avant de passer la parole à Maxime, merci beaucoup, hein, Monique. 2 mots selon nous, demain ce sera quoi? Si vous réfléchissez bien, en fait, on va voir, il y a une nouvelle approche assez générationnelle. Hein, les gens qui ici ont le Farago, Maxime d'Olivo et Cacahuète sont plutôt des millennials, donc des jeunes. Et si on regarde bien, c'est des gens qui ont une approche qui est liée à ça. Là-dessus, vous avez plein de petites applications. Et on regarde bien en musique, qu'est-ce qu'ils aiment, les DJ qui mélangent tout. Il y a le moment du café, les coffee shops, les baristas finalement, c'est des mixologistes du cocktail. Et on a en boisson les mixologistes pour les cocktails. Donc on peut intuiter que la nourriture sous forme de tapas va devenir une généralisation, en tout cas d'un moment de convivialité. Donc notre humble avis, vu de l'extérieur comme ça, big picture tendance, c'est que c'est un énorme moment, que finalement le before et pas le before, c'est que c'est l'after qui va changer. C'est la notion de dîner qui est en train de changer, plutôt que la notion de before qui est en train d'émerger. Voilà, alors pour tous les restaurants qui sont classiquement dans le dîner, qui veulent s'adresser au moins au X ou au W, pas de problème, le X ou le W boit son apéro et reste à table, manger assis, mais les autres, pour attirer les X, les Y, les Z et demain les alpha, il faudra, les alpha oui c'est les moins de 6 ans, les martiens, il faudra avoir une offre beaucoup plus séquencée. Ce que je vous propose, parce que c'est très pénible pour tout le monde, mais on est dans la vraie vie. J'ai demandé à Maxime d'Olivier et Cacahuète de venir. Et je vais poser quelques questions. On a des images à montrer de chez Maxime d'Olivier et Cacahuète? On va vous montrer un peu comment ça se passe ouais. chez eux. Voilà. Donc on n'a pas amélioré la technique. Hein. Non. C'est la même technique du Leaders Club d'il y a 30 ans. Oh, j'ai une autre réponse, mais... Comment c'est les budgets? Voilà. Alors Maxime, on t'écoute. Oui, alors moi, Il a beaucoup de talent, mais pas beaucoup de voix. il y a un restaurant qui s'appelle Olive et Cacahuètes. J'ai pris le choix de faire un resto full apéro. Donc il n'y a pas de gros plats, il n'y a que des petits plats d'apéro. Je ne sais pas si je fais un parcours un petit peu. Oui, vas-y. J'ai fait un master de communication, après j'étais serveur dans un resto italien, après j'étais barman, après j'étais serveur dans un resto français. Et après j'ai été manager d'un resto italien, ça c'est mon parcours. Et du coup j'ai pu observer un peu les clients. Et je me suis dit, si un jour j'ouvre un resto, après 6 ans d'expérience terrain pour les autres, si un jour j'ouvre un resto, j'ouvrirai un resto d'apéro. En observant donc les clients, on voit qu'ils veulent goûter le plat du voisin, qu'ils ne savent pas quoi choisir, qu'ils veulent tout goûter. Et je me suis dit, j'allais créer une offre où ils pourraient partager. Donc on a parlé de partage, de convivialité, d'expérience, d'univers, plein de choses comme ça. Et j'ai vu un autre point qui était très important à mon sens, c'était la question du rythme. La question du rythme qui est complètement différent pour les restos à tapas et les restos d'apéro. Donc du coup, ce qui change par rapport à un resto classique, c'est le client en fait qui rythme son repas. Donc chez Olive et Cacahuète, le client dîne différemment. Il peut aussi bien se prendre un petit tapas avec un cocktail, un verre de vin, ou maintenant on développer les jus frais, et ou bien se prendre une assiette à partager conséquente qui sera l'équivalent d'entrée plus plat dans un resto traditionnel. Donc ça c'est pour Olive et Cacahuète. Donc ça a bientôt 4 ans maintenant, ça marche bien. Ticket moyen tranche d'âge 25-35, ticket moyen entre 25 et 35. 25-35. Et chiffre d'affaires sans indiscrétion? 25 ans. C'est un restaurant qui fait 38 mètres carrés. Il y a 35 places et à peu près 330 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je rappelle les chiffres, 25-35 tickets moyens, 35 places, 42 mètres carrés? 38 mètres carrés et plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, ça fait 4 ans, voilà, ça marche plutôt bien, on est plein tous les soirs. Et donc du coup on a ouvert Pistache, le petit frère, parce qu'on avait depuis 2 mois, on avait beaucoup de demandes de livraison en fait, d'apéro pour les entreprises. Et donc comme c'est tout petit, la cuisine est toute petite, je me suis dit j'allais créer un mini labo dans un autre endroit. Et j'allais proposer la même offre, mais pour les entreprises. Et donc là on a quelques premiers partenaires, ça s'est plutôt bien passé depuis 2 mois. On a travaillé pour la Croix-Rouge, on a travaillé pour le Cap, on a travaillé pour Louis Boutin, donc c'est plutôt des bonnes marques, et c'est plutôt bien passé. Et donc voilà, là vous avez Olive et Cacahuètes, donc des petits burgers, des petites pizzas, des mini-salades, et en bas vous avez Pistache, où on a le préparateur d'apéro, donc c'est là où on parle d'expérience, qui prépare les apéros devant le client.
un marché d'apéro où si les gens veulent préparer un apéro chez eux, ils peuvent acheter des produits bruts et les travailler eux-mêmes. Et après, on a développé le service livraison, le service traiteur. On a le resto d'apéro et le traiteur d'apéro. C'est vers midi aussi. Et le midi, on a fait une offre rapide. On a différencié vraiment les deux. Le soir, on est vraiment sur l'expérience de l'apéro. Full apéro, on fait que ça. Et le midi, on fait que des produits qui se transforment en bar à salade avec des produits bio. Et vous fermez à quelle heure le soir? Minuit. Les deux. Les deux. Ticket moyen de pistache, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt, ça fait 2 mois, mais on serait plus entre 20 et 30. D'accord. Toujours la même tranche d'âge? Pareil, c'est pas la même clientèle, c'est le même quartier. Ce qui est sympa, là, on voit, il y a un petit patio dans le fond, donc ça c'est agréable. Ouais, il y a quelques places en terrasse. Donc c'est vraiment de la dégustation chez Pistache, alors qu'on peut vraiment dîner différemment chez Olive. Il y a quoi comme ressources humaines pour faire tourner ces établissements? On est 3 chez Olive et 3 chez Pistache. C'est super. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous fournissez l'alcool aussi? Oui. Pistache, on a l'offre pour Olive, bien sûr. C'est cocktail vin, c'est plus cave à vin, resto d'apéro. Et Pistache, on a vraiment l'offre globale de l'apéritif. Pour les entreprises? Sur place ou emporté et pour les livraisons. D'accord. Donc on a du vin, on a des bières sympas, des C'est bières. pas juste destiné aux entreprises, ça peut être aussi des particuliers. Exactement. C'est quoi le ticket minimum de commande en livraison? En livraison, je sais pas pour l'instant, c'était pas en dessous de 500 €, c'était pour l'instant. Mais... Après, il y a beaucoup de particuliers aussi, de voisins qui nous demandent, ils ont une quinzaine de copains ou une dizaine de copains à la maison et on en a fait peut-être 5 ou 6 là depuis l'ouverture. D'accord. Vous avez d'autres questions? Comme quoi, c'est un vrai mouvement. Hein. Et vous avez envie d'en ouvrir d'autres si vous réussissez ces autres-là? Oui, moi j'aimerais bien développer ce créneau du coup. Là, je suis trop tôt pour dire que je suis encore sur un autre projet, donc je suis encore en train d'essayer de faire vivre Pistache et de fidéliser les premiers clients. Et puis surtout de développer le côté entreprise pour livrer des buffets froids, buffets chauds et même prestations. On vient cuisiner sur place avec une cuisine mobile. Ça, on l'a fait une fois avec Olivier Cacahuète il y a 1 an. On a créé une petite cuisine, cuisinée pour 500 personnes pour une soirée. Donc voilà, là je suis en train de développer vraiment le côté entreprise. D'accord. Et puis après, je verrai peut-être pour développer justement une solution pour tous les restaurants qui n'ont pas une offre apéritive. Leur proposer une offre apéritive. Bon, vous avez entendu, pour tous ceux qui seraient encore dans le service à l'ancienne, Maxime est prêt à s'occuper de votre apéritif. Et vous chipez la part de marge que cela concerne. Bon, ben, vous avez d'autres questions? Sinon, on passe. Coumatière. Coumatière, oui, tiens, Coumatière. Sur quoi? Sur le total. Coumatière, le food cost. Ouais. Le coût denrée, comme on dit en français. Je sais pas. Les marges? Non, combien de en pourcentage, combien passe dans la je sais pas. Si, je suis à 30%. 30%. D'accord. Oui, c'est du produit noble, non? Oui. Il y a des alcools et des charcuteries, j'imagine qu'il y a... Alors chez Olive et Cacahuète, il n'y a pas de charcuterie, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas d'olive, il n'y a pas de cacahuète. Ah oui, c'est intéressant ça. Parce qu'il y a ni charcuterie, ni fromage, ni olive, ni cacahuète. Il y a quoi alors? Eh ben, il y a plein de petits plats préparés, des mini-burgers, des petites faritas, il y a des bruschettas, il y a des toasts de chèvre chaud, il y a des... Et chez Pistache, c'est pas de Pistache? Et chez Pistache, il y a une trentaine de petits produits. Et là, on est en train de faire rentrer En fait, on a 2 parties. On a vraiment la partie cuisine où on cuisine nos produits avec nos recettes. Et une partie où on vend des produits faits par d'autres. D'accord. On sélectionne. Donc là, on est vraiment en train de... Là, on va rentrer une marque. Et là, en food cost, vous êtes à 30% aussi? Non, là, non. Ouais. Là, c'est beaucoup plus élevé. Mais du coup, là, on va rentrer une marque qui s'appelle Super Producteur. C'est top. Et donc, du coup, pour les gens qui n'ont pas le temps, qui veulent juste acheter des petits produits déjà cuisinés, mais des produits de qualité, ils pourront se servir dans la partie marché épicé et sachet. Et du coup, le labo, il est ouvert? Il y a un petit labo qui est ouvert ou pas du tout? En sous-sol, on a un labo. D'accord. Et les mini-burgers, tout c'est du fait maison? Tout est fait maison. Non, tout est fait maison. Non, tout est fait maison. Je sens qu'on fera bientôt une soirée spéciale Maxime, parce qu'avec tous les projets qu'on déroule. C'est des petites surfaces, du coup, ça nous permet de faire des maisons après. En tout cas, Et des desserts aussi? Oui, alors les desserts ne sont pas en format tapas, sauf chez Pistache, on développe pas mal de terrines, de desserts déstructurés. d'autres questions? Non, bravo. On va l'applaudir très fort.
effectivement, il y a 3 ans, on avait vu un dossier des restaurants d'apéro sans pistache, sans cacahuètes, sans charcuterie et sans fromage. Nous, les vieux cons, on aurait rigolé, quoi. En tout cas, bravo. Merci. Super. On attend les Farago Boys pour peut-être parler d'établissement. Et après, vous aurez le droit de boire et de manger. Et de vous asseoir. Bon, ils sont pas là? Ils sont partis. Business fait partie. Ah. Bon, c'est le jeu des questions-réponses. Ouais. Peut-être enlever. Super. Donc là, c'est nous raconter. D'où tu viens, d'où vous venez, la saga de Farago, en quelques mots. Et après, je poserai des questions ouvertes. Comment on a lancé Farago, quelle était l'idée? Exactement. Pierre qui vient y travailler en banque d'affaires, en fait, qui était sur Madrid et qui s'est rendu compte qu'il y avait ces bars, si on disait, ces espèces de bars contemporains, ces bars urbains, qui viennent casser un petit peu les codes de l'image qu'on a du pinchos ou des bars à tapas. Et il s'est dit, moi, il y a quand même un marché à prendre sur Paris, donc c'est lui qui a amené l'idée. Il a rencontré Jean, un de nos associés, qui avait travaillé sur Blend, vous voyez la marque de burger. Moi, à l'époque, je m'occupais d'une affaire sur Arcachon. Donc, ils ont décidé de s'associer, ils ont lancé le projet. Donc, je suis arrivé à ce moment-là, au démarrage. On a lancé, ils ont travaillé pendant 2 ans, et ensuite, quand on a commencé à pouvoir monter d'autres affaires, notamment Canal et Champagne, je suis arrivé, moi, je me suis associé avec eux il y a 12 mois. D'accord. Donc, voilà, ça, c'était l'idée. La première idée, c'est comme ça que ça s'est fait l'association, et c'est comme ça qu'on consomme ensemble aujourd'hui. Vous avez vu le Millennials, il ne fait pas un resto, il en fait 3 en 3 ans. C'est le deuxième exemple. On continue. Alors, Farago aujourd'hui, c'est quel type de clientèle? Farago aujourd'hui, c'est une clientèle de travailleurs, des gens qui ont entre 30 et 45 ans, c'est des gens, c'est beaucoup d'afterwork qui arrivent comme ça, qui arrivent souvent en costard, qui viennent venir se décontracter, passer un bon moment, on casse un petit peu les codes, donc ça c'est très très sympa, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont pas coincés en c'est pas du millénial. Comment? Pas que du millénial barbu. On fait le tout. On fait le tout, mais la clientèle c'est surtout ça. C'est vrai que c'est surtout ça. Le midi, c'est une offre qui est un petit peu différente, donc là on va démarrer. Vous faites quoi le midi? C'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'avec notre offre, nous, le pinchos, on prend le temps de manger, on prend le temps de boire. Le midi, il fallait trouver un créneau pour s'adapter un petit peu et faire face à toute la demande qu'il y avait des gens qui voulaient manger rapidement et pour pas cher. Donc du coup, on est resté un petit peu sur ce bon produit de qualité du sud-ouest. On va travailler des confits de canard, on va travailler des morceaux de viande, un petit peu de poisson aussi, mais c'est plus forme de tapas, c'est vraiment du bistrot traditionnel. On va casser les prix, on va aller chercher une espèce de cantine. C'est quoi le ticket moyen le midi? Le ticket moyen c'est 15 €, on a un plat à 10 €, voilà. Pour faire face à... Et le soir? Le soir on est, sur la fin de semaine, on est à 40 €. Ah quand même. C'est quoi, la part boisson vers food hein? Ça, en fait, il n'y a pas vraiment de vérité, c'est ça qui est un petit peu traître aussi avec le créneau qu'on a décidé de prendre, c'est-à-dire qu'on peut venir chez nous, on réserve une table, on peut manger une assiette de fromage et boire 2 verres de vin. Et ça malheureusement c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc après la part des boissons et de la nourriture, il n'y a pas de vérité, mais je pense qu'on est à 60-40 je pense. 60 sur la nourriture et 40% sur la barre. Et d'ailleurs en food cost au passage, en coût de matière, coût denrée. On s'est maîtrisé ou ou les objectifs? On est aux alentours de 30-31%. À cause de l'alcool. Comment? À cause ça dépend, après c'est des produits, il y a beaucoup de transformation, il y a des produits quand même plus chers, ça dépend. C'est-à-dire qu'on suit le marché, donc s'il y a une hausse sur les produits, sur les produits phares, forcément le coût de matière monte en flèche et puis les périodes, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très valeur. On se situe généralement selon la masse entre 27 et on peut monter jusqu'à 30. Et la fréquentation moyenne, enfin nombre de tickets? C'est marrant parce que ici, comme les services, c'est pas un service traditionnel où on va avoir des chefs de rang qui vont tenir le rang, c'est très difficile de mesurer en fait le nombre de couverts. Ça on le mesure plus en termes de chiffre d'affaires, mais on sait qu'on va être entre, quotidien ou sur le soir? Quotidien, ouais. On va séparer idéalement les deux. Le midi, on va faire entre 30 et ça peut monter avec quand il y a les réservations, la privatisation d'espace, notamment ici, on peut monter jusqu'à 60 couverts le midi. D'accord, il y a 2 mecs, un en bar et un en salle. Et le soir, ça va de 60 couverts le lundi soir, on peut aller jusqu'à 140 couverts, je pense que c'est ça. Chiffre d'affaires global de tout ça? Non mais officiel, c'est pas le fisc, il n'y en a pas. On jure qu'on n'a aucun agent de trésor public dans les membres des objectifs, si ça tombe bien sur une année où il n'y aura pas de problème avec la société actuelle, ce qui est difficile, on essaie d'appeler entre 800 et 850 000. 800 à 850 000 €.
Ok. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Il y a tas de questions. Vous êtes vraiment, même les tapas tournent autour du sud-ouest? Comment? Alors, la vérité, c'est que le tapas, ça demande quand même beaucoup de travail. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va aller chercher des produits qui coûtent cher et on va avoir du staff pour le transformer. Donc, ça veut dire que on fait de l'épicerie, on achète des produits qui coûtent cher et du coup, on limite le staff en cuisine. Donc, ça veut dire qu'on s'y retrouve. Ou si on achète du produit pas très cher, on fait pas mal de transformation et on s'y retrouve. Et le tapas, c'est un petit peu traite. C'est-à-dire que quand on décide de faire du produit de qualité, qu'on travaille avec des billotins, c'est 4500 euros. Vous irez voir, il y a des jambons qui nous attendent. Là, il y a un peu d'argent. C'est plutôt aller chercher le coffre, si vous êtes plutôt que d'aller chercher les jambons, je pense. C'est-à-dire que là où c'est dur le tapas, c'est qu'on va acheter du produit de qualité, et il y a quand même beaucoup de transformation. Donc, au bout d'un moment, il va falloir sortir un petit peu du tapas traditionnel. Vous allez voir ce soir, c'est le thème du tapas, c'est le tapas par terre. Donc, au bout d'un moment, on revient sur du produit brut, on fait aussi l'épicerie, on achète une burrata, on revend une burrata, on va aller chercher peu de transformation finalement. Il y a un petit peu de travail sur les petites bouchées qu'on a au bar, sur le pinchos, où effectivement, voilà, là on fait l'effort de le faire parce qu'il faut rester quand même le thème du pinchos. Après, sur le reste, il y a quand même moins de travail, c'est plus du produit brut. Et vous avez quoi comme staff total? Ça représente, considérant que moi je me staff un maximum, en salle on va être 3, on peut être jusqu'à 4 les week-ends, sur les gros soirs. Et en cuisine, il y a le chef. On va être 4 personnes. Ça commence déjà à être un staff, faut assurer tous les jours. Quoi. Ouais, surtout que là, on va être en 7-7, on va garder le même nombre de personnes, donc bon, voilà, il faut... Et vous avez senti la crise là? Ouais, tout le monde a senti, je pense. Ce que je disais, tout le monde a senti, franchement, ça a fait peur un petit moment. Après, voilà, on a la chance, on est quand même, avec la presse qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est quand même un restaurant de destination, donc aujourd'hui, voilà, on n'a pas le passage dans la destination, les gens viennent chez nous, viennent voir Farago encore, donc c'est pas parce que la crise qu'ils ne sont pas venus, mais il y a quand même eu. Vous avez des questions? Vous êtes tous morts. On avait dégusté. On va déguster, ouais. On aurait dégusté. Ils sont prêts à En tout cas, nous on est très fiers d'être là. On se rend compte qu'il y a deux tendances en fait. Au-delà de cette tendance Before Tapas qu'on avait ressentie, il y a la tendance sud-ouest, parce que je me rappelle que la dernière palme d'or, c'était quand même nos amis Danost, déjà dans le sud-ouest. Ça continue l'invasion. Donc, je pense qu'on fera peut-être un thème invasion du sud-ouest. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Merci infiniment. Merci à tous. Et c'est le moment de l'heure de vérité.